L'enseignement supérieur et universitaire forme les entrepreneurs ou des chômeurs. On va aborder cette thématique avec un chef d'entreprise consécutivement au message lancé par la Première ministre il y a quelques jours lors d'un événement justement qui a lié enseignement supérieur et entrepreneuriat. Il s'agit de M. Grace Eboué. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Christopher. C'est une question qui revient pratiquement chaque année. Il y a des milliers, des dizaines de milliers même peut-être de diplômés à travers la République démocratique du Congo qui sont à la merci du marché, mais sans emploi. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez une réflexion pour une meilleure situation? Alors, c'est une question très pertinente. C'est que la Première ministre a fait un appel à la jeunesse, mais je pense que l'appel, de la manière qu'elle a été faite, semble être très vague et cache plusieurs vérités. Parce que c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est pas de la loterie. On n'invite pas le jeune comme si l'entrepreneuriat, c'était le moyen le plus facile d'enrichissement. L'entrepreneuriat, c'est une vocation, c'est un domaine, un art. Et ce n'est pas tout le monde qui s'y met. Et lorsque nous parlons des étudiants formés dans le système ESTU, ce sont des étudiants formés pour devenir des employés. Ce ne sont pas des étudiants formés pour devenir des entrepreneurs. Pour moi, par exemple, parce que moi j'ai fait mes études à l'Université de Strasbourg en France, c'est que lorsque vous voulez vous adapter à une filière, vous avez une présentation de la filière. Et à la fin, on vous présente les débouchés. On vous dit, lorsque vous faites cette filière, à l'issue, vous deviendrez tel, ceci, cela. Vous savez en amont ce que vous attend à la sortie au fait de vos études. Mais ici, en RDC, nous avons des étudiants qui commencent des formations sans avoir au préalable la connaissance de ce qu'ils pourront devenir à l'issue des études. Et ce qui fait que beaucoup sont surpris dans le marché de l'emploi. Et lorsque nous regardons le système actuel, c'est un système conçu pour que le jeune devienne des stagiaires et puis employé dans une sécurité salariale. Or, l'entrepreneuriat nécessite de préalables, de prérequis sine qua non, sans lequel on s'envoie à un suicide certain. Et moi, ce que je pourrais proposer à la Première ministre, ce que je pourrais proposer au gouvernement aujourd'hui, c'est de mettre des programmes alternatifs à côté des formations initiales. En France, par exemple, on parle de formation programme étudiant auto-entrepreneur. C'est-à-dire, il est étudiant en droit, mais il y a un programme spécial à la fac qu'il suit aussi en même temps. Ce qui fait que les unités, les points qu'il obtient dans ces programmes-là peuvent constituer des crédits dans sa formation initiale. En ce moment, l'étudiant est face à une alternative. Au cas où le premier plan, c'est-à-dire devenir médecin, ceci, cela, n'aboutissait pas, l'étudiant sait qu'il a de prérequis, il a des notions de base pour pouvoir se mettre dans l'entrepreneuriat. Et dans les systèmes actuels, c'est un chaos. C'est un chaos. Et il y a aussi le besoin. Quand on regarde ce dont la République démocratique du Congo a besoin comme main-d'œuvre actuellement, ce n'est pas malheureusement la filière que les étudiants suivent à l'université pour la plupart. On a beaucoup, la majorité, qui recourt au droit et à l'économie, alors qu'il y a quand même 80% de terres arables à occuper. Le problème, c'est un problème de conseil d'orientation. C'est que dans nos universités, même dans nos écoles, il n'y a plus de conseil d'orientation. De personnes qui sont censées écouter l'étudiant et pouvoir lui dire ce qu'il pourrait faire par rapport à son potentiel et sa vision. Et ça fait qu'aujourd'hui, la personne qui parle bien français, qui a fait le latin philo, dira qu'il doit faire le droit. Ou les lettres. Faire le lettre en RDC, c'est pour devenir qui? Ou alors, parce qu'il aime l'environnement, il aime les arbres, il va aller faire l'environnement. Et après ça, il devient quoi? Donc le problème, c'est vraiment en amont. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place, nous avons, avec mon cabinet, introduit 2 projets auprès de l'ANADEC, parce que peut-être que j'en parlerai plus tard, un programme After Kelasi. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite, tant mieux pour nous, mais ces programmes voulaient aider les étudiants dans une certaine reconversion. Puisque en amont, le système ne prévoit pas cela, il faudrait peut-être en aval pouvoir les aider à se reconvertir. Le cas d'un étudiant qui fait l'environnement, il devient quoi après les études? Il ne pourra pas se mettre dans l'agriculture, parce que l'agriculture, pour aujourd'hui, les gens pensent que l'agriculture, c'est s'aimer et récolter. Mais pas du tout. L'agriculture, c'est plus que ça. Je suis promoteur agricole, et je parle d'une expérience pratique, et je pense que nous avons un fort potentiel agricole, c'est vrai, mais il y a de préalables à respecter. Je prends le cas de mon entreprise. De 2021 à 2023, nous avons eu plein succès dans l'agriculture. Nous sommes parmi les grands producteurs de pastèques. Parce que la pastèque, mange à Kinshasa, c'est produit au plateau de Batéké. Mais mi-2023, nous sommes dans le chaos, c'est le phénomène Mobondo.
plateau de Bateke envahi. Un de nos chefs coutumiers, les chefs pongolais, décapités. Nos productions en cours, les productions de nos clients, chaos. Nous avons même préfinancé un programme qu'on voulait mettre avec de retraités. Parce qu'on avait fait une étude, on avait vu que les retraités, plusieurs retraités meurent après le travail, simplement parce qu'ils sont voués à une vie solitaire qu'ils n'ont jamais eu à expérimenter. Ils ont un problème de finances parce qu'ils gèrent mal leur pension. Et donc nous, on avait conçu un programme pour les accompagner dans l'agriculture avec un programme d'éducation financière et de management. Donc on a préfinancé ces programmes et pendant ce temps, les Mobondo arrivent. Et c'était le chaos. Donc c'est une preuve que la Première ministre a tort de dire que les jeunes ne se lancent pas assez dans l'entrepreneuriat parce que l'État a des grandes responsabilités aussi, comme la sécurité. Exactement. Pour votre cas. Exactement. Mais moi, je pense que la Première ministre n'a pas tort. Elle a raison. Mais seulement, il faut qu'il y ait des mécanismes qui puissent aider à ce que cela soit matérialisé. Parce que dans le cadre actuel, si nous prenons par exemple le cas de l'ANADEC, le FOGEC, que moi je considère aujourd'hui, parce que j'en parlerai peut-être, l'ANADEC, l'ANAPEX et l'ANAPI doivent travailler en collaboration, en synergie pour impacter l'entrepreneuriat congolais. Peut-être que j'aurai le temps d'expliquer cette réflexion-là. Allez-y. Oui, en fait, l'ANAPEX, qui est aujourd'hui une vitrine, pour ça, moi je félicite toujours le chef de l'État, parce que l'ANAPEX nous permet aujourd'hui de pouvoir conquérir le marché international en termes d'exportation de nos produits. L'ANAPI a pour mission de pouvoir vendre le Congo, nous ramener les idées, les investissements directs étrangers. Mais l'ANADEC a pour mission en RDC de préparer les entrepreneurs, de telle manière à ce que si l'ANAPI ramenait des investissements, qu'on rencontre des entrepreneurs préparés pour pouvoir récupérer et travailler avec ces fonds. L'ANAPEX pourra maintenant promouvoir les produits locaux. Parce qu'à ce stade, l'ANAPEX va promouvoir quoi? Nous ne produisons pas. Si vous allez à Matadi, les conteneurs rentrent à Matadi vides, quittent Matadi plein. Parce que nous sommes dans une économie d'importation. Et ça, c'est un vrai problème. Donc il faudrait commencer par le préalable. Et qui sont les dirigeants? C'est parce que j'ai dit que nous avons un problème d'hommes. Ce n'est pas un problème d'institution. Ce sont des managers qu'il faut, des entrepreneurs, ceux-là qui savent matérialiser les idées. Et si on arrive à cela, je pense que l'entrepreneuriat dont la Première ministre veut sera effectivement une alternative pour pouvoir résoudre le problème du chômage. Mais pas dans ces stades actuels. Ok, et on parle aussi des produits. Hein? Ça, c'est une question que Gaëtan Kobaburanzi, qui nous suit de la maison, nous envoie. Il pose la question, est-ce que le produit des laissus, je crois que vous avez déjà survolé la réponse quand même, est-ce que le produit que l'essu met au marché sont préparés à devenir des entrepreneurs ou pas? Non, ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés du tout. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas la période de vache grasse. L'entrepreneuriat, on définit un entrepreneur dans la période de vache maigre. La résilience, la persévérance, la discipline et la réflexion stratégique définissent un entrepreneur. Et lorsqu'on présente l'entrepreneuriat comme ces moyens faciles de se stabiliser ou de s'enrichir, en fait, on les envoie dans un piège. Parce que plusieurs vont craquer, ils vont aller déposer des CV très rapidement. Moi, je vous parle d'une entreprise qui a connu une faillite. Mais nous avons rebondi parce que nous sommes résilients. En fait, nous sommes nés pour ça. Le choc, ça me plaît. Le risque, c'est un plaisir. Mais la plupart de jeunes formés sont des gens qui veulent la sécurité. C'est bien d'avoir la sécurité. C'est-à-dire un salaire, comme là, à la fin du mois, M. Christopher aura des cartons de poulet, le riz. Ça, c'est bien. Mais nous avons des gens qui nous regardent. Ils doivent avoir des poulets. Nous avons des employés, nous avons des familles. Et nous avons l'incertitude chaque fin du mois. Il n'y a pas de salaire pour moi. Je sais juste que nous sommes en train de travailler et ainsi de suite. Et cette vie-là, il faut se préparer à la vivre. On ne se réveille pas, on crée une entreprise. Il faut différencier l'entrepreneuriat et l'activité génératrice des revenus. Ça, c'est différent. Les activités génératrices des revenus sont des niches. En lingala, on appelle des mombongo. Si on les envoie à ça, ben, tant mieux qu'ils mettent de table à côté, des fast-food et vendre des petites choses comme ça. Mais l'entrepreneuriat, ça doit avoir un impact, une influence sur l'économie nationale. C'est ce que les Turcs, les Indo-Pakistanais font en RDC. Je vous parle par exemple tout de suite là, peut-être que vous ne le saviez pas. Dans le territoire de Lokula, dans la province du Congo central, les Turcs viennent d'implanter une usine de transformation ou de fabrication de chikwang. Moi, j'ai fait mes études à l'internat, Mbanzamboma et tout. Nous avons vu comment les mamans font des chikwang. Elles piétinent les kipuka.
et jusqu'à voir. Ça prend du temps. Et eux, aujourd'hui, ont travaillé sur la productivité. Mais les territoires de Lukula, c'est quoi? C'est un territoire, l'un des territoires enclavés de la province du Congo central. Il y a les territoires de Tchela, Lukula, Kimvula et de Luozi. Ce sont les 4 territoires enclavés. Que le Congolais considère enclavés. Que nous considérons aujourd'hui qui manquent comment on appelle, des certes agricoles. Mais les Turcs vont à Lukula pour lancer cette industrie. Là où nous nous trouvons d'excuses, eux ils vont investir. Ils ne sont pas venus à Kasamoulou, qui est plus proche de Kinshasa. Pourquoi Lukula? C'est parce que ces gens ont eu le temps d'étudier le marché et ils ont détecté le potentiel. Ça, c'est un entrepreneuriat d'impact. Demain, ça va influencer l'économie. Nous, nous sommes dans l'entrepreneuriat de luxe. On veut être dans costume comme je suis, c'est vrai que ça, c'est notre tenue militaire, mais au fond, nous sommes de gens de terrain, en fait. Comme moi, la province du Congo central, c'est là où aujourd'hui nous investissons sérieusement. Je ne suis pas de là, mais j'y prends plaisir. Depuis 2019, je suis rentré en RDC et je peux vous dire, yeux fermés, si on laisse toutes les provinces du pays, on ne se concentre que sur la province du Congo central, la RDC peut se développer. Ah, ça, c'est une option. Un message aux jeunes, comme vous, quand même, parce que vous avez le courage de raconter votre récit. Vous entreprenez, il y a du succès, il y a des échecs, mais vous ne baissez pas les bras, vous continuez. Est-ce que vous avez un message à adresser à des jeunes comme vous, qui sont dans l'incertitude aussi? Moi, je pense que le message, je ne le lancerai pas seulement aux jeunes. Je le lancerai à tout le monde. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement un domaine des jeunes. Vous avez ça représente quand même 70% de la population RDC. C'est vrai. Pourtant, ces 70% a besoin du 30% restant. Parce que vous voyez, un retraité de 60 ans, le colonel Sanders, propriétaire fondateur de KFC, a commencé à entreprendre après 60 ans. 60 ans. Il a travaillé. Prenons les cas des retraités du FPI. Il a assez d'argent, il a déjà eu le rapport avec l'argent. Vous voyez, il a la maîtrise de 20 000, de 10 000. Il va en retraite. Il a besoin de qui? Il a besoin de ces jeunes qui a peut-être l'expérience en comptabilité, l'expérience en gestion des entreprises qu'il a appris théoriquement à la fac. Et ils peuvent maintenant accompagner un tel monsieur pour créer ensemble un vrai business, une entreprise. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? L'ANAPEX, comme l'ANADEC ou le COPA donnent des financements aux jeunes. Un jeune qui n'a jamais touché 20 000 $ va avoir 20 000 en cash. Il devient fou. Il va se marier, il va acheter une voiture. Il va vouloir se présenter comme un homme qui a réussi. Mais si on donne ces sommes-là, ces financements-là, à ces commerçants louba, à ces entrepreneurs nandés, ou de ces retraités qui sont en train d'entreprendre, qui ont déjà un rapport, qui ont une expérience, nos mamans qui vendent dans les bongos, c'est eux qui ont besoin de financement, et les jeunes de l'ESU pourront être des accompagnateurs intellectuels. Et c'est là qu'on peut créer une synergie. Parce que les Indo-Pakistanais chez nous sont en synergie, sont en unité. On ne peut jamais développer l'entrepreneuriat local face à des concurrents qui sont unis et nous divisés. C'est impossible. Il faut qu'on réfléchisse sur des cadres, des corps, des corporations pour que nous puissions toucher, impacter l'entrepreneuriat. Et c'est là que les ESU peuvent intervenir avec l'intelligence qu'ils ont, l'expérience scientifique, parce que les mamans Mbongo ont un problème de gestion. Moi, naïe, maman classe, je donne, Minerval Santé, il donne, elle n'a pas l'essence de comptabilité. Et le jeune de l'ESU peut être à côté pour pallier à cette difficulté, et ensemble, ça crée une force. C'est très bien, vous revenez trop souvent sur ces termes turcs, indo-pakistanais, chinois, je peux même ajouter. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont plus bénéfiques ou plutôt des adversaires quand même face à notre économie? Ce sont des adversaires loyaux, je dirais. Ils jouent le jeu. Ils sont intelligents, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Si j'en parle parce que je prends le temps d'étudier ces gens, leur comportement sur le marché. Lorsque vous regardez ce que les Indo-Pakistanais, les Chinois font, vous avez l'impression qu'ils comprennent exactement le besoin du Congolais, les comportements du consommateur local. Ils ont d'abord appris la première des choses qu'il faut développer dans l'entrepreneuriat, c'est la culture. Lorsqu'ils viennent chez nous, il ne veut pas que tu lui parles en français, il veut que tu lui parles en lingala. La première des choses qu'il fait, il maîtrise ta langue. Parce qu'il sait que l'entrepreneuriat se fonde sur la culture. Ils sont unis. Ils ne sont pas des gens qui s'aiment, non. Mais ils sont unis parce qu'ils ont un dénominateur commun. Le développement de leur pays. Nous, nous sommes divisés. Nous n'avons aucune culture d'affaires. Nous sommes fondés sur rien qui nous unit. Ouais. Et donc, quand je parle de ces Indo-Pakistanais, je parle surtout pour que les gouvernements regardent ce que ces gens font. Pour qu'on s'y adapte. Les Chinois ne sont pas devenus forts parce qu'ils étaient juste dans leur coin. Ils sont venus chez les Américains, ils ont appris leur philosophie d'affaires, leur philosophie de développement, ils ont implémenté chez eux en adaptant à leur réalité et leur culture.
Donc nous n'avons aucune honte d'accepter que ces gens soient forts et sérieux. Il faudrait plutôt réfléchir comment emboîter les pas avec des vrais entrepreneurs. Parce qu'ici, en RDC, nous avons des entrepreneurs. Nous avons des hommes d'affaires dans les provinces. Parce que lorsqu'on parle entrepreneuriat, business en RDC, on regarde Kinshasa. Et c'est même là où je voudrais intervenir pour dire qu'il faudrait inviter les jeunes aujourd'hui à regarder nos provinces. Il y a tellement d'opportunités là-bas. Il n'y a pas que Kinshasa. Et dès l'instant où on commence à comprendre ces choses, on commence à développer un sérieux que les Indo-Pakistanais, les Chinois ont dans notre pays. Pourtant, lorsque eux réalisent de profits importants, nous avons un souci. Le profit sort. Fuite des capitaux. Exactement. Et nous, nous restons plus faibles. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? C'est que la première ministre vient de dire, c'est exactement un vrai appel. Maintenant, après ça, il faudrait... Nous, on ne souhaite pas les états généraux. Parce que pour les entrepreneurs, on n'aime pas trop des théories. Un vrai entrepreneur, c'est... La pratique. C'est ça, en fait. Nous, on ne peut pas qu'il y ait des états généraux dans les entrepreneurs. Discussion, débat. Non, non, ça sont des théories. S'il faut aller à la DGI, répertorier ces entrepreneurs qui payent les impôts, qui sont en ordre, faites-le. Invitez ces gens-là autour d'une table pour qu'on mette en place un vrai programme de développement. Ça, c'est très bien. Et vous aussi, personnellement, vous m'avez soufflé quand même à l'oreille que vous avez quelques ambitions du côté du Conseil national de la jeunesse, dont le président est hors mandat actuellement. Et les élections se font toujours attendre. Exactement. Alors, je dirais que depuis un moment, je regardais la session de la jeunesse congolaise et j'avais mal. Et ça me faisait très mal. Et donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui me connaissent, parce que depuis 2017, j'organise plusieurs conférences à Kinshasa, ceux qui me suivent le savent. Et nous avons organisé plusieurs programmes de financement aussi de jeunes. Et nous avons pensé à pouvoir apporter un élément important au sein du Conseil national de la jeunesse, parce que nous en avons l'expérience. Nous avons des contacts, nous avons des partenaires qui peuvent appuyer la jeunesse. Parce que je pense que ce que le chef de l'État attend de la jeunesse, ce n'est pas de la flatterie. Ce n'est pas de courir chanter pour le chef, c'est de matérialiser sa vision pour le jeune. C'est comprendre ce qu'il veut et matérialiser cela. Nous avons aujourd'hui des investisseurs, pour parler de là où je reviens, de la Chine et comment on appelle ça, excusez-moi, Japon et puis Singapour. Nous avons des vrais investisseurs, des personnes sérieuses, qui sont prêts à travailler avec le jeune ou les entreprises, le potentiel congolais. Mais ils ne peuvent pas travailler avec des privés, ils doivent travailler avec des organisations. Même la Banque mondiale, même toutes ces institutions. Aujourd'hui, en RDC, il y a ce qu'on appelle la COFED, la Coordination du Fonds européen pour le développement. Tous ces gens sont sérieux. Nous travaillons avec ces gens parce que dans notre cadre de travail. Maintenant, lorsqu'on regarde ce que le CNJ propose aujourd'hui, nous avons l'impression que le souhait, c'est de rester là, ou peut-être d'utiliser le CNJ comme un levier pour demain devenir ministre. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut utiliser le CNJ comme un vrai appareil pour permettre aux jeunes, tous les jeunes, de pouvoir avoir une ouverture pour le développement. Et nous pensons avoir des éléments nécessaires, des outils, de vrais partenaires et surtout l'énergie et cet esprit pour pouvoir réaliser cela et présenter ce que les jeunes sont capables de faire sans pouvoir attendre de l'argent de qui que ce soit, parce que je pense sans prétention aucune, je n'ai vraiment besoin aujourd'hui de pas, on va dire, je ne m'attends à rien fait d'un ministre de qui que ce soit, je suis à l'abri du besoin et c'est même pour ça que j'ai commencé par entreprendre avant de me lancer dans quoi que ce soit. J'ai connu ça, si vous voulez un petit témoignage. Allez-y. Quand j'étais à Strasbourg, j'étais président des étudiants congolais de Strasbourg et secrétaire général du collectif des étudiants congolais de France. Nous avons organisé un événement et on a invité Kémy Séba. Je ne sais pas si vous connaissez Kémy Séba. Bien sûr, celui qui a brûlé son passeport. Exactement. Et le CROUS, qui est le service qui encadre les universitaires, qui propose des financements de projets, va nous appeler, moi personnellement, pour me dire très clairement, on peut financer ces projets à condition que vous dégagez Kémy Séba. Trouvez un autre intervenant. Nous avions besoin d'argent. On a été obligé d'écarter Kémy Séba et d'inviter Natou Pedro Sakomi, qui est son épouse. Moi, après cet événement, j'étais fâché, énervé dessus de moi-même. J'ai compris que la force, c'est la capacité d'avoir les finances pour pouvoir implémenter sa vision et défendre ses idéaux. Et c'est depuis ces moments-là que moi, je me suis mis dans l'entrepreneuriat. Parce que je me disais, si un jour je dois faire la politique, si un jour je dois pouvoir être face à des gens, il faut que je me rassure, que je sois assez stable pour ne pas vendre mon âme, pour ne pas vendre ma personnalité. Et aujourd'hui, quand je parle du Conseil national de la jeunesse, je pense dans ma tête, parfois même à saigner financièrement, pour pouvoir donner aux jeunes espoir. Parce que c'est ce que les jeunes cherchent en RDC aujourd'hui, c'est une lueur d'espoir.
c'est rassurer que c'est encore possible de rester en RDC et pouvoir réussir. Et ça, c'est important que les jeunes se sacrifient pour qu'on cesse avec cette fuite de cerveau vers l'extérieur et qu'il y ait une grosse perte pour la République. Merci beaucoup. Monsieur Grasse Eboué, chef d'entreprise dans le Signal, vous évoluez notamment dans les secteurs agricoles. L'immobilier aussi. Et vous maîtrisez les réalités seulement agricoles ou dans autre chose? Nous sommes dans l'immobilier aussi, la promotion immobilière aussi. Et la finance des marchés. Ah, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à ces questions précieuses. Et j'espère qu'un jeune, ou d'ailleurs n'importe qui, pas seulement les jeunes, toutes les personnes qui ont pu suivre pourront tirer des leçons, des conséquences pour pouvoir servir mieux l'intérêt général de la République démocratique du Congo, car c'est cela le souhait de tous. Exactement. Merci beaucoup. On va souffler un peu avant de prendre les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Ça va?